J'ai jamais trop compris tout ce truc autour du fait que les femmes sont pas à l'aise de se mettre en avant, les femmes sont pas à l'aise dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai toujours très bien vécu et dès que j'ai rencontré des femmes qui étaient en entrepreneuriat ou qui s'exposaient, elles le vivaient bien aussi. Moi, ça a toujours été une chose géniale d'être une femme et ça m'a ouvert quand même beaucoup de portes, plus en vrai de vrai, et c'est la vérité, plus que mes associés là-dessus parce que je suis une femme et que je suis très jeune et donc comme il y en a peu, ça m'a vachement aidée. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Tu souris pile poil au moment où on démarre. Du coup, on se disait que ce monde était fou, ce monde était complètement malade avant d'enregistrer, et on se racontait. Alors on se connaît par connaissance interposée, notamment ton frère qui est passé déjà dans le podcast, et tu te moquais de moi parce que j'avais pris des pincettes pour t'inviter, et tu m'as dit t'inquiète, on n'est pas forcément, il y a pas agression à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, et notamment quand on parle à une femme ou voilà ou autre. Donc tu étais en train de te foutre de moi en fait. C'est bien ça, hein, si je résume un peu ce qui s'est passé, non? Mais non, pas du tout. Non, en vrai, j'avais trouvé ça en fait hyper mignon quand tu m'as expliqué en mode un mec qui prend autant de précautions. Je trouvais ça hyper chou, mais en vrai, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je comprends que certaines personnes et encore plus des hommes fassent attention là-dessus parce que voilà, on ne sait jamais comment ça peut se terminer, les intentions de d'autres gens quand tu connais pas forcément très bien les gens. Donc je comprends, mais c'est vrai que sur le coup, c'est la première fois qu'on m'avait fait ça, donc je trouvais ça hyper chou. Bon, tu vois, bon, en tout cas, ça me fait super plaisir de te recevoir. Moi aussi. Et du coup, on a organisé ça. Alors moi, toi, t'as été en retard avec le métro. Moi, j'ai fait mon petit malaise juste avant l'épisode. Donc logiquement, on a réussi quand même à tenir notre truc. Donc ça va faire un bon épisode. Oui, il va être un peu corsé, c'est bien. Voilà. Plein d'émotions. Est-ce que, alors, on te voit partout, hein, on te voit. Moi, j'allume LinkedIn, je te vois. J'allume Insta, je te vois. J'allume YouTube, je te vois. Est-ce que si les gens voilà, sont pas ciblés autant par tes contenus, est-ce que tu peux te présenter pour ces gens-là, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de croiser tous tes contenus? Alors, donc, je m'appelle Sixtine, j'ai 21 ans, je suis entrepreneuse maintenant depuis 3 ans déjà. J'ai donc fondé à la base un média qui s'appelle Le Crayon, qui aujourd'hui est le premier média de débat des jeunes, donc principalement des 18-34 ans. On fait des débats de société et politique, où on reçoit tous les bords politiques, on a vraiment une grosse pluralité d'opinions et on s'y tient énormément. Et à côté, on a développé, donc avec donc mon frère Valran qui est un de mes associés et deux autres associés, Jules et Antonin, également 2 agences, donc une agence qui s'appelle Le Surligneur, qui est notre agence de relations presse, mise en relation, développement du personal branding, principalement d'entrepreneurs. Et à côté, Le Pinceau, qui est notre agence d'influence, de campagne d'influence, enfin en gros toutes les grosses actions coup de poing pour mettre en avant une marque ou une entreprise sur les réseaux sociaux, avec ou non avec des campagnes avec des créateurs de contenu influents et intéressants dans leur domaine. Et puis donc voilà, aujourd'hui on continue notre petit chemin tous les 4 associés. On est une quinzaine dans l'équipe, on s'est bien développé, mais c'est vrai que on va dire que l'entrepreneuriat est une vraie bouffée d'air frais. Donc c'est vrai que je suis contente d'avoir trouvé aussi jeune une passion là-dedans, ça c'est sûr. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Et du coup, pour clarifier, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas, qui ne comprennent pas peut-être la notion, enfin la différence entre vos 2 agences. Il y en a une qui s'intéresse sur les individus, influenceurs, qui veulent avoir du relais presse, et l'autre c'est plus les marques. Voilà, quelle est la limite entre vos 2 activités? Il n'y a pas vraiment de limite. En vrai, on peut avoir tout type de clients, de marques ou d'entreprises. C'est juste que les services qu'on propose dans Le Pinceau et dans Le Surligneur, il y en a qui sont beaucoup plus adéquats. Par exemple, on a beaucoup plus de grosses boîtes comme
la BNP, Covea, Google, Sciences Po, etc. avec le pinceau parce que c'est vraiment, on fait des grosses actions on va dire communication marketing qui touchent beaucoup de gens, ça marche vraiment bien et en fait ça nous prend beaucoup de temps en interne. C'est quand même des grosses opérations, donc souvent c'est quand même plus pour des grosses boîtes. Et sinon, pour le surligneur, c'est quand même plus généralement du développement de la marque personnelle, réussir à se mettre sur les réseaux sociaux, à se mettre en avant dans les médias. Et comme on est nous-mêmes entrepreneurs, on sait très bien comment le faire pour des entrepreneurs, vu qu'on l'a déjà fait pour nous-mêmes. Donc en fait, on a généralement plus d'entrepreneurs, même si on a quand même souvent des sociétés, mais ça reste quand même des plus petites startups. C'est rare qu'on ait une énorme entreprise du CAC 40 qui travaille là-dessus. Sûrement un jour ça arrivera, mais pour l'instant c'est vrai que c'est quand même plus ciblé sur des startups qui ont au moins entre 0 et 5 ans ou 10 ans max, mais pas 40 ans de vie existante, on va dire. Ok, très clair. Et du coup, je trouve ça stratégiquement parfait, le fait d'être quatre cofondateurs, d'avoir chacun votre style, vos styles, il y en a pas un qui est plus visible que les autres. C'est-à-dire que les quatre, vous êtes partis, vous êtes partis squatter Internet. On vous voit partout, vous le faites très bien. Alors il y en a qu'on va suivre plus que d'autres par affinité, c'est normal, vous avez vos points de vue et je trouve ça vraiment top d'avoir quatre porte-drapeaux. Ça a été décidé dès le départ ou ça s'est fait un peu par recherche d'équité ou autre chose? À la base, ça s'est vraiment fait comme ça, enfin, c'est-à-dire que on est tous déjà très différents tous les quatre. On fonctionne vraiment pas de la même manière. Bon, forcément, Valorant et moi beaucoup plus parce qu'on est frères et sœurs et on est en plus très proches, donc c'est vrai que ça aide. Mais Antonin et Jules, que ce soit en termes d'idées politiques, d'idées de voir le monde, de façon de travailler, de fonctionner, de penser, on est tous très très différents, ce qui est une vraie grosse valeur ajoutée dans le média principalement et aussi même dans nos deux agences. En revanche, pour se mettre en avant, c'était aussi très pratique parce que du coup, on était chacun un peu spécialisé et on avait chacun une passion dans un domaine qui était forcément très différent, sachant qu'on était nous-mêmes très différents entre nous. Donc ça a permis de grossir, d'avoir des communautés et de nous-mêmes nous développer un peu sur des thématiques très différentes et en rassemblant des gens très différents parce qu'on apportait des valeurs ajoutées différentes. Donc en soi, c'était vraiment, rien n'avait été calculé, tout a toujours été fait comme ça. Jules s'y est mis le premier, je crois, dans mes souvenirs sur les réseaux. Moi, je m'y suis mise vraiment en dernier. J'avoue que j'ai décollé un peu plus vite qu'eux parce qu'après, bon, je pense que je suis une jeune femme et que je traitais d'un sujet qui touche quand même beaucoup de gens, intelligence sociale, un peu séduction, psychologie, etc. Ça touche comme en fait tout le monde, c'est pas hyper niché comme domaine, donc forcément j'ai peut-être décollé un peu plus rapidement, j'ai vite rattrapé Jules là-dessus, mais à la base c'était vraiment, on savait qu'il fallait le faire, on voulait le tester pour voir si ça avait un vrai intérêt, et puis ça s'est fait comme ça. Enfin en fait tout ce qu'on a entrepris depuis le début, rien n'a jamais été calculé. En fait, et souvent, parfois on a fait beaucoup d'erreurs, hein, bien sûr. Ça, on les met parfois en avant, mais pas tout le temps, parce que parfois c'est pas très utile. Mais c'est vrai que souvent on a toujours pris des risques et ça nous a souvent valu le coup. Enfin, c'était assez. Et justement, quand on est quatre comme ça, avec des opinions qui peuvent être différentes, comme tu le disais tout à l'heure, comment on cadre la vision comment vous organisez un peu l'avenir, comment vous menez, enfin, quelle est la direction et comment vous la définissez surtout, c'est le comment qui m'intéresse. Alors déjà, on débat beaucoup. C'est-à-dire entre nous, c'est qu'on soit tous d'accord, c'est assez rare. Donc souvent on tranche. Non mais en vrai, on arrive toujours à se mettre d'accord à la fin. Mais c'est vrai que, en tout cas pour tout ce qui est business, généralement c'est plutôt Valorant et moi qui dirigeons le truc en termes d'idées. Et puis de toute façon, parce que c'est plutôt nous qui nous occupons de ces parties-là. Aussi beaucoup Jules maintenant, mais à une époque c'était vraiment Valorant et moi. Antonin, il est vraiment sur le côté média. Donc en fait, on a chacun nos pôles. Et en fait, on se fait chacun confiance dessus. Et celui qui gère son pôle est celui qui tranche, en fait. On n'a pas besoin tout le temps de se consulter pour tout, sinon c'est insupportable et on perdrait trop de temps. Même on discute que tous les quatre 2 fois par semaine. On se réunit qu'une fois ensemble le lundi soir et le vendredi soir, tu vois. On ne se voit jamais tous les quatre en même temps. On n'a juste pas le temps. Donc en fait, dès qu'il y a des décisions qui sont pas hyper cruciales pour la boîte, c'est chacun qui tranche de son côté avec ses équipes et c'est tout, quoi. Mais pour les grosses décisions, en revanche, bien sûr, on en discute entre nous. Mais comme on a un même objectif commun et qu'on veut gagner ensemble et qu'on veut vraiment faire avancer les choses, que ce soit pour la société ou même pour nous-mêmes en interne, ce qui fait qu'on est souvent très vite d'accord. Il n'y a jamais eu de gros conflits ou de gros désaccords là-dessus. Trop bien. Et toi, quand tu nous parlais tout à l'heure de ton choix édito, entre guillemets, quand tu as commencé à communiquer, tu as parlé de l'intelligence sociale, de la séduction, etc. Comment tu as choisi ce thème? C'était quelque chose qui t'attirait vraiment ou il y a un enjeu stratégique derrière ça? Non, à la base, c'était même pas stratégique. C'était stratégique de me mettre sur les réseaux, ça complètement. De traiter ce sujet-là, non, parce qu'à l'époque, je savais pas non plus ce qui marcherait ou ce qui marcherait pas spécifiquement. Je me suis rendu compte qu'évidemment, quand tu traites de sujets de séduction, ça marche beaucoup mieux.
Donc c'est vrai que parfois c'est très utile d'avoir quelques sujets en tête. Non, à la base, c'est que moi je suis quelqu'un de vraiment très poussé sur mes émotions. C'est-à-dire que vraiment je suis drivée par mes émotions. Je prends mes décisions en fonction de mon émotionnel. Enfin, pendant longtemps, j'ai fait ça. Aujourd'hui, j'essaie d'être beaucoup plus rationnelle, enfin, surtout au travail. Mais ça m'a beaucoup porté préjudice quand j'étais plus jeune, étant une grosse hypersensible. Maintenant que j'ai réussi à le canaliser et à apprendre à bien le maîtriser, c'est devenu une force dans mon métier. Mais en fait, je suis quelqu'un d'hyper empathique, donc j'ai toujours eu des réflexes et une compréhension des gens beaucoup plus facile que d'autres gens. Et au début, je pensais que tout le monde était comme moi. En fait, pas du tout. Et c'est à force de conseiller mes amis, mes frères, des gens plus âgés autour de moi, même parfois pas mes parents, mais de leur faire comprendre, enfin, discuter beaucoup avec mes parents, que j'ai réalisé en fait que les gens ne fonctionnent pas tous pareil. Et donc moi, tu vois, sur le temps d'une vidéo d'une minute 30, j'ai des petits conseils et des valeurs ajoutées qui pourraient faire gagner du temps aux gens que moi j'aurais adoré avoir quand j'avais 17-18 ans, tu vois, par exemple. Donc j'essaie de faire en fait la personne que moi j'aurais adoré voir sur les réseaux sociaux quand j'avais 17-18 ans, dans ces domaines-là justement. Et après, bien sûr, aujourd'hui, il y a forcément des recherches quand je dois me renouveler, ou quand je dois un peu plus creuser, mais comme c'est des vidéos rapides, t'as pas besoin de creuser tant que ça parce que t'as pas le temps. Ouais. Mais évidemment, tu vois, bouquins, vidéos sur YouTube ou qu'importe, et puis après tu réfléchis, tu vois d'autres manières de voir les choses, et puis voilà quoi. Et t'as des influenceurs, enfin t'as des gens qui postent du contenu qui t'aident dans ces réflexions. Tu fais de la curation de contenu, on t'en parle, mais est-ce que t'as des noms de gens qui peuvent être intéressants? Il y a eu Yann Piette pendant très longtemps, qui lui c'est à la base je le regardais un petit peu avant de m'y mettre. Il fait vraiment du contenu plus pour les hommes. Je le regarde plus trop maintenant, mais à l'époque c'est vraiment beaucoup pour les hommes. Et je le trouvais vraiment excellent. Il parlait bien, il était charismatique, et donc c'est vrai que je me voyais bien être entre guillemets la Yann Piette au féminin. Mais donc vraiment à l'époque c'était que lui que je regardais. Moi j'étais pas très Insta à regarder les créateurs de contenu, pas du tout. Même encore aujourd'hui j'en regarde en fait très peu. J'ai pas le temps, c'est marrant. Je poste beaucoup sur Insta, mais en fait je regarde très peu la plateforme, parce qu'en fait j'ai pas forcément beaucoup de temps, et je veux pas me perdre là-dedans comme beaucoup de gens à perdre du temps. Donc, même pour TikTok je poste, mais TikTok j'y reste même pas 5 minutes par jour. Et parce que j'ai pas envie de me perdre du temps là-dedans, et que ça me sert à rien d'être autant à fond, mais on va dire que non, c'est juste parce que je savais qu'il fallait que je m'y mette, que je m'y suis mise, je m'y suis prise au jeu, ça a bien marché. Donc voilà, je continue comme ça. Ça aide beaucoup de gens. C'est vrai que ça a aidé beaucoup plus de gens que ce que je pensais, et c'est quand même l'objectif à la fin. C'est aussi pour ça que ça a marché, sinon ça n'aurait pas forcément pris. Donc voilà, j'ai le principal. J'aide les gens, j'aime faire ce que je fais, ça marche. Donc voilà, je me tiens juste à ça pour le moment. Trop bien. Et du coup, si admettons tu étais ta propre cliente, tu te serais conseillé de faire ça, et du moins, et quel est l'impact sur le business en fait, le fait d'aller sur cette thématique de personal branding, d'aller sur ce type de contenu? Tu imagines comment ton funnel, les gens ils te découvrent admettons par l'intelligence émotionnelle, et ensuite comment ils peuvent voilà, comment ça nourrit en fait ton système? On va dire que moi, si j'avais été ma propre cliente, déjà, je leur ai conseillé de le faire encore plus tôt. Moi, si j'avais su, je m'y serais mise encore plus tôt. Donc, comme quoi, il faut vraiment s'y mettre le plus vite possible sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment un marathon. Et donc, ça prend du temps. En revanche, ça dépend de l'objectif. Moi, à la base, je m'étais mise sur Insta sans trop d'objectifs. Je voulais juste développer ma propre communauté et comprendre les enjeux de la plateforme. Après, c'est vrai que moi, avec ce que je fais au quotidien, LinkedIn me sert beaucoup plus que Instagram. Donc c'est aussi pour ça que je me suis mise maintenant sur LinkedIn depuis novembre. Mais en fait, Instagram, ça sert vachement parce que les gens sont tellement matrixés par les abonnés. Les gens sont vraiment mes zinzins avec ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je dis aux gens que j'ai 100 000 abonnés, mais les gens me regardent d'un coup comme si je leur avais annoncé que, je sais pas, j'avais été élu président de la République. Enfin, j'en rajoute bien sûr, mais d'un coup, en fait, ça aide parce que comme les gens te voient tout le temps, quand tu as des opportunités de conférences, de business, de partenariat, qu'importe, les gens pensent beaucoup plus facilement à toi parce qu'ils te voient tout le temps. Et ça, c'est pour ça que c'est important d'être sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Donc, évidemment, avec ce que je fais, ça me servirait plus d'avoir 100 000 abonnés sur LinkedIn que d'avoir 100 000 abonnés sur Instagram. Mais en fait, du coup, les deux, parce que là, je suis en train de me mettre à fond sur LinkedIn, et Instagram, j'ai déjà 100 000 abonnés. Donc, en fait, l'idéal, c'est d'être sur tous les réseaux. Pour moi, c'est plus intéressant d'être sur LinkedIn et Insta que d'être sur à fond TikTok ou YouTube. Mais en fait, je m'y mets aussi sur TikTok. En fait, le but, c'est d'être partout, mais ça prend juste du temps, quoi. La semaine dernière, je parlais avec quelqu'un que tu connais bien d'ailleurs, et qui va bientôt passer dans le podcast. Je veux pas spoiler, mais on faisait une analogie, enfin on faisait une anachronie. Tu vois, si Cialdini écrivait influence et manipulation genre maintenant, je pense qu'il y a un des biais cognitifs qu'il expliquerait, qui serait que en fait il y a la preuve sociale, on l'a vu, il y a des avis partout, des 5 étoiles partout, tout, voilà, on nous demande du témoignage à nos clients, etc. Mais je pense que maintenant, pour faire adhérer, il va falloir
avoir une sorte de book, un peu comme les mannequins ont leur book de photos, l'entrepreneur va avoir son book de contenu et de réflexion sur LinkedIn ou sur Insta si sa thématique s'y prête. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses, t'es plutôt d'accord avec ça ou plutôt contre? Est-ce que c'est un must-have en fait la publication de contenu et le développement de cette sorte ouais, de carnet de notes? Moi je vois ça comme un carnet de notes un petit peu LinkedIn. Je réfléchis en faisant mes posts LinkedIn quoi. Est-ce que ça, oui, ça, moi, enfin, ça vaudra toujours le coup, c'est intéressant, pas que pour les autres, même pour toi, comme tu dis, c'est un sorte de carnet de notes, ça te sert beaucoup. Après, est-ce que ça aurait été différent? Compliqué. Pour moi, ça, c'est sûr que ça vaut le coup. Après, encore une fois, ça dépend de tes objectifs derrière. Tu vois, c'était, enfin, mais oui, moi, je pense que c'était sûr que c'était complètement utile. Mais après, parce que toi, t'en penses quoi justement? Tu penses que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose? Bah, moi, je pense que maintenant, ça va être très compliqué de lancer une marque avec sans que le fondateur l'incarne. Et en fait, il y a des fondateurs qui seront pas à l'aise avec le format je dévoile ma vie, etc. Donc, ils dévoileront plutôt ce qu'ils ont dans la tête plutôt que ce qu'ils font réellement. Et je pense que, et on le voit, on est tous à publier des trucs sur LinkedIn avec plus ou moins de talent d'ailleurs, mais j'ai l'impression que ça sert vraiment nos business. Et c'est un petit peu ton fonds de commerce aussi, malgré tout. Bien sûr, et ça sert énormément, enfin, de te mettre en avant. Les gens ont besoin d'avoir vraiment confiance quand ils prennent tes services, et donc ils comprennent un peu plus qui tu es, ils ont l'impression de te connaître un peu, ça les rassure vachement. Donc c'est sûr que pour le business, c'est utile. Et en plus, toi-même, ça te force à devoir bien travailler, parce que sinon ta réputation va en dépérir, on va dire. Donc, mais c'est sûr que maintenant, qu'importe le business, que tu écrives un livre, que tu fasses de la politique, que tu fasses un entrepreneuriat, que tu sois un artiste, il faut en fait être présent et l'incarner. Et du coup, l'incarner sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, entre guillemets, le nouveau modèle de communication. Mais c'est vrai que, oui, c'est sûr que je pense que tu fais un fois 6 de différence de résultats à tous les niveaux quand tu es présent sur les réseaux sociaux, et non. Enfin, ça, c'est sûr. Hmm. Moi, je vous ai connu par rapport je reviens sur votre activité. Je vous ai connu par rapport aux médias pendant les élections, forcément, parce que vous avez buzzé, vous avez fait des contenus vraiment top. Je pense que vous avez permis à plein de gens qui se désintéressaient de la politique de s'y repencher. Et du coup, là-dessus, au départ, j'ai pas vraiment vu le lien avec les agences, hormis le fait que vous avez, récemment, vous avez interviewé l'ancien président de la République. Enfin, vous avez vous avez les meilleurs invités de YouTube, c'est vous qui, enfin voilà, les meilleures sorties, c'est vous qui invitez les mecs. Donc ça, c'est top. Et donc je vois l'intérêt en termes de réseau. Mais il y a une vraie démarche journalistique qui est le journaliste de la bande. Et comment vous, voilà, est-ce que toi, t'as un parcours t'as une formation de journaliste ou pas? Non, j'ai fait le bachelor du CFJ, qui est le Centre de formation des journalistes, donc qui est une très grande école en France de journalisme. Donc forcément, moi je l'ai fait plutôt orienté comme, enfin, tout ce qui est communication, marketing digital, mais la première année, ils nous ont beaucoup inculqué quelques valeurs de journaliste. Et en fait, avec ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien, je vois qu'en fait, ça ne sert à rien ce qu'ils t'apprennent vraiment plus des compétences plutôt d'écriture, d'éditorialisme, d'écriture d'articles, etc., choses qui se font de moins en moins. Ils t'apprennent pas du tout les codes d'une plateforme, d'un réseau social, ou comment utiliser ça à ton avantage sur les réseaux. En revanche, on va dire, je pense, le plus journaliste de la bande, ce serait peut-être Antonin, je dirais. Enfin, en tout cas, c'est peut-être le plus créatif avec Valran, mais c'est lui qui, comme il gère le média, c'est lui qui a juste pas le choix de devoir être, entre guillemets, le plus journaliste. Mais après, aucun de nous n'est vraiment journaliste. On va dire qu'on est je sais pas, chroniqueur, je sais pas comment on l'appellerait, mais ça reste quand même un vrai métier d'être journaliste. C'est une vraie manière de parler, une vraie manière de se renseigner, un culot hors du commun que j'admire parfois, même si ça peut être très énervant pour beaucoup de gens. C'est quand même un métier pas évident. Mais non, on va dire que personne n'est réellement journaliste chez nous. Mais en tout cas, en tant que les fondateurs, on engage des gens qui ont des formations de journalistes. Nous, non. Mais c'est vrai que c'est aussi ça qui nous différencie tous les médias. C'est aussi pour ça que les gens aiment venir chez nous, c'est parce que c'est différent. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Moi, je viens chez vous parce que justement, voir McFly et Carlito à l'Élysée, ça m'emmerde, ça me plaît pas. Ouais. Voilà. Et par contre, de voir François Hollande dans votre canapé, ça me pose pas de problème parce que le ton est correct. C'est pas irrévérencieux et je suis pas un grand fan de Hollande en plus, donc voilà, on parle même pas de ça. Mais c'est juste, c'est pas déplacé, c'est bien c'est poli, correct. Enfin voilà. Et donc je pense qu'il y a un juste milieu et vous l'avez pile poil. Enfin, vous avez clairement mis le doigt dessus. Est-ce que par contre le fait de parler, même si vous ne parlez pas franchement de vos idées, le fait de recevoir des gens qui peuvent être clivants,
ça vous a desservi? Parce qu'il y a plein de fois où ça vous a porté de la visibilité, évidemment. Vous avez fait plein de buzz avec plein d'invités, mais est-ce que ça vous a desservi? Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça? Desservi, peut-être pas. Moi, une fois, on avait reçu une invitée qui s'appelle Solveig Gallouin, qui est une antispéciste très trop pour la cause animale, pardon, un peu trop hors sol, ce qui est intéressant aussi. Et ça nous a pas desservi, mais moi, à titre personnel, ça m'avait non, c'est à l'inverse. Moi, ça m'avait beaucoup appris parce que tu te fais hurler dessus pendant 1 heure alors que tu t'as strictement rien fait et que tu poses même des questions comme si tu parlais à un gosse de 3 ans pour essayer d'aborder la chose de la manière la plus bienveillante et gentille possible et on te hurle dessus. Donc à la limite, c'était quelqu'un, je pense, l'une des personnes les plus clivantes qu'on ait reçues. Après, non, ça nous a jamais desservi parce que on est toujours profondément sympa, qu'importe les personnalités qu'on reçoive, qu'importe les bords politiques. Il y a des gens qui peuvent être détestables pour beaucoup de gens et pas du tout pour d'autres. Et vraiment, qu'importe qui on reçoit, même qu'on soit nous-mêmes profondément pas d'accord avec ces gens-là, et on est quand même très sympa, on est respectueux, on est accueillant. Et à la fin, en fait, on retranscrit exactement la vidéo quand on la tourne et quand on la publie. On ne fait aucun traficage de montage bizarre que font beaucoup de médias quand même aujourd'hui. On garde tout, enfin, comme ça a été tourné. Donc en fait, les invités ne nous ont jamais rien voulu. On a toujours été en bon terme avec tous les invités qu'on a reçus parce qu'on les met en avant comme ce qui a été mis en avant pendant le tournage. Donc en fait, on avait beau avoir des gens très très clivants, eux ne nous le reprochaient pas. Et les gens qui nous regardent, même s'ils n'aimaient pas la personne, ils ne pouvaient pas forcément nous le reprocher parce qu'ils savaient que la semaine d'avant, il y avait quelqu'un qui avait été opposé à la personne qui a été reçue aujourd'hui. Donc en fait, ce qui fait qu'à la fin, au bout d'un moment, les gens comprenaient comme on recevait tout le monde. Ils nous en voulaient plus. Au contraire, bon, les gens intelligents, au contraire, trouvaient ça très fort et plutôt assez fascinant. Tu auras toujours des extrêmes un peu haineux qui vont pas comprendre pourquoi tu reçois telle ou telle personne, mais ça, à la limite, comme dans tout ce que tu fais qui est un peu clivant, tu auras toujours des gens qui sont là pour critiquer. C'est juste, au bout d'un moment, tu t'en fous complètement, quoi. Trop bien. Et comment ça se passe quand on prépare l'interview d'un président de la République? Comment ça se passe la semaine avant en termes de préparation, de stress, tout ça? Je me rends pas compte de ce que ça peut impliquer. Alors, pour être honnête avec toi, sur le coup, on était contents, mais en fait, c'était comme si on recevait un invité comme un autre, en fait, parce que... un invité normal, quoi. Ouais, enfin, je sais pas pourquoi ça ne nous a pas plus étonné ou fait plaisir que ça. Enfin, bien sûr, ça reste très fort, ça reste un ancien président de la République. Après, je sais pas si c'est parce que lui incarne peut-être pas autant cette fonction que peut les incarner les autres présidents qui sont encore vivants qu'on a actuellement, parce qu'il est très proche des gens, il est quand même, c'est un mec très sympa, hein, qu'on l'adore ou pas, il est quand même très gentil. Donc peut-être que voilà, t'as peut-être pas autant peur de lui que tu pourrais peut-être avoir peur ou être intimidé des autres. Il reste quand même il a une très grande posture, t'es quand même, voilà, t'es un peu intimidé. En revanche, non, on les a préparés comme les autres, ce qui est plus compliqué que les autres invités parce que tu passes par son assistante, il faut être sûr qu'il y ait ci, il faut être sûr qu'il y ait ça. Donc voilà, en termes de logistique, c'est un chouïa plus compliqué. Puis tu dois aller chez lui, c'est pas lui qui vient chez toi. Donc voilà, t'as un peu plus de complexité là-dessus. En revanche, en termes de préparation, non, c'est comme ça, comme pour les autres interviews, c'est pas plus de stress, c'est juste peut-être plus d'excitation ou une excitation différente, mais en soi, non, ça a été franchement comme d'habitude, ce qui nous a même étonné en fait. À la fin, on dit, on a reçu François Hollande, ok. Moi, j'étais même plus contente d'avoir reçu Gad Elmaleh que d'avoir reçu François Hollande, tu vois, alors que, en fait, après, c'est un peu chacun en fonction de ses passions et de ses domaines de prédilection, peut-être aussi, tu vois. Ouais, c'est top. J'ai l'impression que vous êtes tous très jeunes. T'es la plus jeune des 4, hein, je crois. Ouais, je suis même la plus jeune de l'équipe. et vous ne vous privez de rien, vous ne vous interdisez rien. Ça a toujours été comme ça, ou alors c'est le succès qui vous a décoincé, ou vous avez jamais été coincé du tout? On va dire qu'on n'a jamais été coincés. Enfin, en tout cas, Valorant et moi, on n'a pas des personnalités de gens coincés. On est plutôt des extravertis très sociables et un peu foufou. Antonin et Jules, non, Antonin et Jules se sont beaucoup plus décoincés, on va dire. Ils n'étaient pas coincés, mais ils étaient très fermés dans leur bulle, très fermés dans leur monde. Antonin, à la base, a fait des maths, tu vois, un peu comme un sorte de Cédric Villani, donc il était très dans un monde un peu différent. Jules, c'est le profond mec vraiment bienveillant, gentil, qui pense que tout le monde est doté de bonnes intentions, qui vient de Strasbourg. Donc quand t'arrives à Paris, tu vois, c'est pas le même monde, c'est quand même, Paris est un monde beaucoup plus, pas méchant, mais les gens sont différents à Paris. C'est pas une ville de province. Tu le ressens bien. Et moi, tout le monde me le dit quand les gens débarquent à Paris. Ah oui, putain, les Parisiens, vous êtes sympas, hein. Enfin, ironiquement, tu vois. Donc, en fait, Valorant et moi, qui venons de Paris avec nos caractères, on s'est toujours bien acclimaté à tout. Donc, au contraire, aujourd'hui, on est juste plus libre de faire ce qu'on voulait faire. Et encore, limite, on l'a toujours été. On s'est jamais vraiment mis de restrictions. Ça nous a parfois valu
des petits trucs, des petits bad buzz, des petits trucs machin, mais quasiment pas en fait, parce que les gens aiment ça. Les gens préfèrent que tu sois clivant, mais profondément sincère et pas du tout hypocrite, faux cul et bullshit, que en fait toujours le mec hyper lisse qui a aucun problème, qui dit pile ce que les gens ont envie d'entendre, mais en fait, au bout d'un moment, tu trouves ça un peu bizarre aussi, tu vois. Attends, quelle bataille tu veux mener? Nous, on préfère être comme nous, on en a rien à foutre en fait. Nous, on fait notre truc, on avance, on aide des gens qui veulent être aidés, qui veulent faire partie de l'aventure avec nous. Ceux qui nous critiquent ou ceux qui nous jalousent ou ceux qui nous envient, en fait, s'ils veulent pas qu'on les aide, bah en fait, ils restent tout seuls. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que nous, on est hyper collectif. On adore aider les gens. On est là pour les gens qui ont besoin d'aide, même si on les connaît pas. En revanche, au bout d'un moment, on peut pas, tu vois, nous, on continue notre chemin, quoi. On va pas s'arrêter pour les gens, ça c'est sûr. Voilà. Le fait d'être du coup, une jeune femme en début de carrière, est-ce que ça a pu être un moment, quelque chose qui t'a soit intimidé, soit qui t'a mis certains, je sais pas, complexes quels qu'ils soient, ou est-ce qu'on t'a mis des bâtons dans les roues? Enfin, je ne sais pas. En tout cas, je te pose cette question-là parce que je fais un constat qui est simple et je lis mes messages sur Insta quand je demande qui je dois inviter sur mon podcast. On me suggère très souvent des mecs et donc à l'image des gens des gens qui entreprennent, parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs. Et à côté de ça, quand je demande ce que je dois améliorer, on doit me dire invite plus de nanas. Ouais. Donc j'ai l'impression soit que j'ai pas les yeux en face des trous et je n'ai pas vu ce vivier de femmes entrepreneurs, donc je ne sais pas est-ce que au final elles existent, et si elles existent, est-ce que voilà, est-ce qu'elles ont survécu au fait d'entreprendre, parce que je ne sais pas où elles sont. Il y en a beaucoup moins que des hommes, encore moins qui réussissent, ça c'est sûr, ou qui sont exposés, ça il y en a peu. En revanche, non, moi je l'ai toujours hyper bien vécu, donc j'ai jamais trop compris ce, ce, tout ce truc autour du fait que les femmes sont pas à l'aise de se mettre en avant, les femmes sont pas à l'aise dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai toujours très bien vécu, et dès que j'ai rencontré des femmes qui étaient en entrepreneuriat ou qui s'exposaient, elles le vivaient bien aussi. Après, c'est vrai que y a quand même ce truc de quand t'es une femme. Moi, à titre personnel, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu beaucoup de retours de quand on n'est pas d'accord avec toi, en fait, au lieu de critiquer tes propos, on te critique sur ton physique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, même si ça m'arrivait. Enfin, moi, franchement, des critiques venant de gens que je ne connais pas, ça ne m'atteint pas du tout. Mais pour ça, il faut quand même avoir confiance en soi, il faut avoir travaillé sur soi pendant longtemps. Et donc, si t'es pas bien câblé sur toi-même, si t'es pas bien entouré, je peux comprendre que c'est très difficile. Et les réseaux sociaux, ça reste quand même un monde violent. L'entrepreneuriat, c'est un monde génial, mais il faut se battre aussi pour. T'as quand même t'as tellement de gens qui entreprennent, t'en as très peu qui réussissent. Et donc, c'est pas évident. En revanche, moi, ça a toujours été une chose géniale d'être une femme, et ça m'a ouvert quand même beaucoup de portes, plus en vrai de vrai, et c'est la vérité, plus que mes associés là-dessus, parce que je suis une femme et que je suis très jeune, et donc comme il y en a peu, bah, ça m'a vachement aidée. En revanche, je sais que pour des femmes, ça peut ne pas être évident, ça je comprends ça. Moi, j'ai eu la chance pour l'instant, mais j'ai que 21 ans, donc ça peut sûrement m'arriver un jour, hein, d'avoir des critiques sur mon physique ou sur autre, mais faut être câblé, faut être plus câblé qu'un homme. Ça ne viendrait pas en tête de critiquer le physique d'un homme aujourd'hui pour critiquer ses propos, tu vois. Donc si, là où ça m'a, j'ai vu des trucs. C'est ce que j'étais en train d'y penser, mais ouais. C'est le seul, tu vois, et encore c'est parce que bon, les gens au bout d'un moment, ils veulent peut-être pas se répéter sur ce que des gens pourraient lui reprocher, donc au bout d'un moment ils le critiquent sur son physique, mais à la base, tu vois, je trouve ça tellement tellement petit, et pour moi c'est que tu n'as vraiment pas d'argument quand tu critiques quelqu'un sur son physique, mais après voilà. Non, c'est vrai que c'est un monde beaucoup plus masculin, l'entrepreneuriat, mais il y a des femmes, il y en a pas tant que ça, il y en a encore moins qui réussissent, parce que, pas que ce soit lié aux femmes, mais de manière générale, tu as beaucoup d'entrepreneurs, mais pas beaucoup qui réussissent, parce que c'est très dur, c'est vraiment très très dur, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais là, tu te bats au quotidien, tu bosses comme un malade, t'es pas sûr que ton tout va marcher, c'est vraiment dur hein, comme univers, ça c'est sûr, mais ça vaut le coup d'essayer, et puis au pire des cas, même si t'es chaud, t'en apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous, en début de parcours, parce qu'on forme des gens à entreprendre, en fait, les nanas, c'est 40%. Donc, en fait, là, non, on est quasiment à la parité. Et au final, c'est pas ce qu'on remarque, en effet, dans les profils à succès. C'est dommage parce qu'en plus de ça, bon, là, je fais un gros cliché, mais en tout cas, de mon expérience dans l'incubateur, c'est les profils qui appliquent le mieux les conseils. Donc, nous, dans l'équipe, on a beaucoup de femmes parce que, pas par choix, à chaque fois, c'était celles qu'on recrutait parce que c'était souvent les meilleurs profils, en fait. Les plus carrés, les plus. Ouais, et puis t'as quand même des domaines dans l'entrepreneuriat. C'est quand même mieux quand t'es une femme, tu vois, quand tu fais du business dans le côté proche des gens, humain, etc., empathique. Les femmes sont souvent assez à l'aise, pas toutes, évidemment, ça dépend des personnalités. Bien sûr, je fais pas une généralité, mais
moi, j'ai toujours été beaucoup plus à l'aise que certains de mes associés sur le fait de rencontrer des gens, d'expliquer ce qu'on faisait, tu vois, c'est parce que je suis profondément plus facilement comme ça, alors que les hommes, ils sont peut-être plus meilleurs en opérationnel, sur le tac au tac, aller au front, je sais pas, mais c'est vrai que généralement, t'as beaucoup de femmes assez à l'aise là-dedans, ouais. Ça m'étonne pas du tout. C'est pour ça que ça m'étonne pas que vous en ayez eu plein au début qui retenaient vite l'attention, ça m'étonne pas. Et tout à l'heure, on parlait de personal branding. Est-ce que quand tu conseilles justement une femme entrepreneur, tu vas, par rapport à ce risque-là, de la critique sur le physique, la critique sur des choses complètement débiles, est-ce que tu la conseilles différemment, stratégiquement? Est-ce que tu prends ça en considération? Non, je la traite comme si c'était un homme et un homme comme si c'était une femme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de différence. Moi, chaque fois, je préviens les deux sexes, c'est-à-dire que de toute façon, quand tu te lances et que tu te mets en avant, enfin, tu mets en avant ton image auprès du grand public, il faut juste que tu aies conscience que si la moindre remarque négative que tu vas recevoir va te toucher, alors que c'est une remarque venant de quelqu'un que tu ne connais pas, qui est en plus derrière son ordinateur, donc un pseudo, si déjà une remarque comme ça peut te toucher, ne te lance pas, enfin, ne te mets pas en avant. En fait, il faut juste que t'acceptes de te mettre en avant le jour où t'en as vraiment, mais au fond de toi, et tu le penses sincèrement, t'en as profondément rien à faire des critiques négatives venant de gens que tu ne connais pas, de toutes les insultes que tu ne connais pas. Sinon, tu vas en fait faire un burn-out et tu vas très mal le vivre. Et quand t'entends parfois aux infos, à la télé, des influenceuses qui pètent des câbles, je me fais harceler, machin, bah, parce que en fait c'est très compliqué, je dis pas que c'est facile, mais il faut être pas solide, parce que franchement les gens sont pas si méchants que ça, enfin les gens s'énervent pas contre toi s'il y a pas de raison de s'énerver contre toi aussi, tu vois, enfin c'est très rare qu'il y ait des critiques injustes, quand même il n'y a jamais de fumée sans feu, on est d'accord, mais généralement moi là je préviens juste que c'est un monde, t'as quand même beaucoup plus de bien que de négatif, ça on est bien d'accord, ça te servira toujours beaucoup plus que l'inverse, ça vaut vraiment le coup, et ça je le dirais, mais quoi qu'il arrive, toujours, juste voilà, faut juste être prêt et se dire qu'un jour ça peut arriver que t'aies un petit bad buzz, il faut juste te dire que voilà, c'est pas grave, que ça arrive, que franchement au bout d'une semaine, tout le monde a oublié ce qui s'est passé, et que des critiques venant de gens que tu ne connais pas, faut pas que ça t'atteigne, c'est juste ça. Mais en fait, n'importe qui peut se lancer sur les réseaux sociaux, qu'importe le domaine, et tout le monde a les épaules pour, t'as pas besoin d'être hyper câblé et hyper confiance en toi pour le faire, n'importe qui peut le faire. Franchement, donc voilà. Mais c'est pour ça que justement, il ne faut pas traiter les femmes différemment, parce que ça va encore plus appuyer le fait qu'elles ont raison d'avoir peur de se lancer sur les réseaux. Donc, il faut les traiter de la même manière, mais en soi. Et du coup, comment tu penses quoi, admettons, des trophées qui vont récompenser les femmes en particulier? Ça, on parlait des côtés potentiellement négatifs d'être une femme, mais du coup, quand elles sont mises en valeur quand elles sont mises en avant pour leur statut de femme, parce que pour le coup, là, c'est le cas. Qu'est-ce que tu en penses du coup? C'est bien ou c'est pas bien, ce genre de choses? De les féliciter parce qu'elles se mettent en avant? Je dis n'importe quoi, le concours de je sais pas quelle boîte, de je sais pas quel jour, de je sais pas quel média, pour remercier pour féliciter les trois femmes entrepreneurs francophones, voilà, ce genre de concours qui mettrait en avant parce que c'est des nanas. Tu vois, le Energy Music Awards de la nana, tu vois, mais du business. Voilà, c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée ça? Je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne idée parce que ça montre que tu peux être une femme, te mettre en avant sur les réseaux et faire de l'entrepreneuriat. Non, je trouve que c'est bien, ça montre l'exemple. Aujourd'hui, il faut encore un peu quelques exemples pour ça. Je pense qu'au bout d'un moment, l'idéal, c'est de ne plus en faire pour montrer qu'en fait, il n'y a pas de distinction entre les deux. En revanche, aujourd'hui, il y en a encore besoin. Et ça, c'est la réalité. Moi, je vois toujours parfois des hommes un peu misogynes et en fait, ils s'en rendent même pas compte. Mais inconsciemment, ils ont l'impression qu'ils feront toujours mieux une tâche qu'une femme. Et c'est à toute petite dose. C'est pas. Pourtant, eux ne se considèrent pas misogynes, tu vois. Mais t'as toujours encore un tout petit peu ce petit truc. Et pourtant, moi, je suis pas du tout. Enfin, je suis féministe, c'est-à-dire je suis pour l'égalité salariale et homme-femme, mais le reste, je suis pas du tout féministe, tout ça activiste. Oui. Enfin, non, ça pas du tout. Dans le sens politique du terme, non. Dans le sens logique, enfin dans le sens. Ouais, dans le sens logique du terme, bien sûr. Dans le sens politique du terme, pas du tout. Je trouve même que ça dessert la cause. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais en revanche, c'est important parce que tu as encore parfois quelques personnes qui. Voilà, c'est important de montrer que c'est aussi un milieu de femmes, que des femmes peuvent faire beaucoup de choses merveilleuses dessus et que des femmes peuvent se mettre en avant. Et elles devraient même se mettre en avant parce que, étant une femme, elles ont même plus de chances de réussir sur les réseaux sociaux, parce que voilà, quand une femme est sur les réseaux sociaux, ça marche quand même souvent mieux qu'un homme. Ça, c'est la profonde réalité, et même toutes les statistiques, je sais pas si c'est fait exprès de l'intelligence artificielle des réseaux sociaux, mais quand t'es une femme, tu marches quand même beaucoup mieux, sauf si vraiment tu produis vraiment un contenu qui est merdique, ça, tu marches mieux, donc voilà, mais bref, pour résumer, pour l'instant, ça vaut le coup, faut pas non plus que ce soit too much extrême et un peu trop ridicule. Pour l'instant, ça vaut le coup, mais je pense qu'au bout d'un moment, faudrait arrêter le jour où il y a même plus besoin d'en faire, quoi. Et tu vois, moi j'ai toujours l'image cinématographique, j'ai toujours, je l'ai pas personnellement, mais je le remarque du moins, l'image cinématographique de la nana dans Le Diable s'habille en Prada, tu vois.
la femme entrepreneur qui a les dents qui rayent le parquet, qui a jamais réussi à constituer sa famille, tu vois. C'est vraiment l'image, tu vois. C'est un peu le format qu'on nous a servi quand même. Et là, toujours pareil, hein, sans avoir de démarche féministe dans le sens politique du terme. Là, c'est sûr qu'on est dans une caricature à l'extrême, et ça doit. De la dame qui est âgée, qui a les cheveux courts et qui joue la méchante. Voilà, La méchante. exactement, la castratrice de base, tu vois. Okay. Une femme, voilà, dans le truc, la nana qui réussit dans son business est forcément castratrice et voilà, Cruella, quoi. Dans sa famille, hein, et dans sa vie privée. Ouais. Toujours, tout le temps. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Donc pour toi, pas de frein, donc il faut pas hésiter à. Bien, t'as de bon goût cinématographique, hein. Non, ouais, pas du tout. Mais pas du tout. D'ailleurs, ce sera un gros scandale si je partageais les films que je regarde réellement. Ah, mais je pense que tout le monde serait ravi de savoir ça. Non, je pense que c'est pas une bonne idée. Du coup, si toi, t'avais dû faire autre chose qu'entreprendre, ça aurait pu te donner quoi? T'aurais pu avoir quel type de carrière si t'avais fait autre chose? Quand j'étais petite, je rêvais d'être soit présidente de la République, soit astronaute. Bon, j'ai vite compris que les deux scénarios allaient être compliqués et finalement pas forcément le genre de vie que j'aurais aimé avoir. Enfin, je rêve d'aller dans l'espace, c'est mon plus grand rêve, mais moi, tout ce qui était physique, des années d'études, c'est pas trop mon délire. Non, moi, je me serais bien vue journaliste, finalement. C'était ce dans quoi je me dirigeais si j'avais pas fait le crayon, parce que j'ai toujours adoré, franchement, le monde des médias. Là, franchement, je suis pile dans l'industrie que j'adore, en fait, et ça confirme le fait que je pensais bien l'aimer, parce que souvent, t'as une image d'un métier ou d'une industrie, et en fait, parfois, ça ne ressemble pas du tout à ça. Non, finalement, j'aurais été, je pense, journaliste. Je rêvais de devenir un peu comme Claire Chazal ou Léa Salamé, d'interviewer des grands politiciens. Moi, je suis une passionnée de politique. Donc, un de mes objectifs de vie, qui est sûrement réalisable aujourd'hui, hein, c'est d'être la Léa Salamé sur mon propre média lors du débat du second tour de la présidentielle. Pourquoi pas, ça pourra arriver dans 10 ans. Vu l'évolution de notre média, ça arrivera peut-être un jour. Donc, c'est un objectif de vie qui est réalisable. Mais c'est vrai que j'ai toujours été passionnée par les médias. Enfin, en fait, être mise en avant, mais d'une manière où on te respecte. Pas être mise en avant parce que tu montes tes fesses sur les réseaux, que tu fais de la télé, mais être mise en avant parce que tu montres l'exemple dans un domaine, tu as une vraie posture et tu dis et tu fais des choses pertinentes au quotidien. Et je trouvais le métier de journaliste pour ça très intéressant au travers de femmes comme Claire Chazal, à l'époque, aujourd'hui Léa Salamé. Tu n'as beau ne pas être d'accord ou ne pas forcément aimer ces personnes-là ou leurs idées, juste c'est quand même un grand respect de ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui. Donc voilà, moi c'était plus là-dedans que je me voyais, mais forcément un métier assez mis en avant. Enfin, c'est vrai que j'aime bien, et ça je l'assume complètement, être un peu mis sur le devant de la scène. C'est pas un truc qui me rend zinzin, qui me matrix complètement. Tu vois, aujourd'hui avoir des abonnés, en fait même quand j'en perds aujourd'hui, je m'en fous un peu. Tu vois, enfin, aujourd'hui je vais plus ça pour ça parce que j'ai un combat au quotidien et j'ai une passion qui dépasse ça. Mais c'est vrai que j'aime bien ce côté pouvoir montrer l'exemple, pouvoir motiver les gens, pouvoir montrer pas la voie parce que j'ai 21 ans donc c'est pas moi qui vais montrer la voie, tu vois, mais voilà, pouvoir montrer que c'est faisable, que n'importe qui peut le faire. Et ça c'est vraiment ce que je veux montrer avec l'âge que j'ai et ce que je fais entre guillemets aujourd'hui pour l'âge que j'ai, c'est que n'importe qui peut le faire si je l'ai fait. Et justement tout le monde ne le fait pas et ma question c'était tu m'amènes le truc sur un plateau. Tes copines qui ont le même âge que toi, elles font quoi? C'est quoi leur style de vie, leur style de carrière? On va dire que c'est les études, mais c'est les études. Mais en fait, elles bossent pas tant que ça. J'en ai une seule là, que j'ai en tête qui est l'amie la plus brillante que j'ai en termes d'études, qui elle bosse beaucoup et est très brillante et je l'admire aussi beaucoup pour ce qu'elle fait. En revanche, la plupart de mes amis, je sors 70% de ma semaine et je bosse le reste du temps. Et en fait, à la fin, elles ont bien raison. Elles ont 21 ans. Donc, c'est pas elles qui sont en retard. C'est moi qui n'ai juste pas la vie de quelqu'un de 21 ans. Mais en soi, il y a un gros décalage. Ça, c'est sûr qu'il y a un gros décalage. Même dans les discussions, je le ressens. Après, ça me fait du bien aussi, en fait. Ça me fait du bien parce que quand je les vois, je parle pas forcément de boulot, je parle de trucs débiles que tu parles de quand t'as 21 ans, de mecs, de potes, parfois un peu d'embrouilles. Donc oui, je parle pas forcément de sujets intéressants ou de sujets où tu vas apprendre quelque chose, mais en fait, ça fait du bien. Ça me fait couper. Parce qu'au quotidien, je suis tellement boxée, c'est un peu une expression qu'on a créée, on est boxé par tellement de choses que tu dois apprendre, de compétences que tu dois améliorer, de sujets, d'actualités, de machins, que parfois pouvoir juste sortir, danser avec mes amis, boire des verres et parler de trucs débiles et rigoler, ça fait un bien fou en fait.
Ça... Et tu penses qu'elles ont quelle image de ton activité? Elles en pensent quoi? Tes potes, enfin je dis elles, mais je dis elles parce que c'est ils de manière générale, même tes potes mecs, quoi. Aujourd'hui, c'est assez bizarre, j'ai ce truc de... En fait, la plupart de mes amis n'ont pas forcément vu l'évolution parce qu'elles étaient là depuis le début et que la plupart des meilleures amies que j'ai aujourd'hui, je les ai depuis pas mal d'années, donc en fait, elles me connaissent depuis longtemps. Elles ont toujours vu que j'étais un peu différente, j'avais un peu ce caractère de leaduse, toujours une grande gueule qui s'impose, qui a toujours été pote avec les profs, qui a toujours été l'élève différente, déjà à la base, qui était l'élève extraverti, qui organisait toujours les soirées, les événements, les machins, donc toujours été celle qui un peu montrait l'exemple et montrait la voie. Donc en fait que j'ai fait quelque chose comme ça à la fin, ça ne les a pas étonnés. Ouais, c'est Euh, naturel, quoi. ouais, j'ai une amie que j'ai vue l'autre jour avec qui j'étais au lycée qui m'a rappelé ça, c'est marrant. Elle m'avait dit quand j'en parlais avec une autre de mes amies, et on se disait c'est qui les personnes dans la classe qui pourraient susceptibles d'être entre guillemets connues et de faire des grandes choses plus tard. Elle m'avait dit que déjà à l'époque, moi, je faisais partie de ces gens-là dans sa tête, donc ça me faisait marrer que déjà comment mes amis me voyaient à l'époque, alors que j'avais pas du tout prévu de faire ce que je faisais aujourd'hui. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, mes amies, ouais, le réalisent vraiment. Certaines le réalisent quand je me fais reconnaître dans la rue devant elles et c'est plutôt assez marrant, mais moi je suis quand même assez gênée encore aujourd'hui, alors qu'elles ça les fait trop marrer, moi je suis plutôt gênée. Mais non, elles sont assez fières de moi, il y en a qui le réalisent peut-être pas encore assez, et c'est très bien, moi devant mes amis, c'est vrai que moi je suis quelqu'un, je suis pas du tout vantard, enfin je me la pète pas du tout, je m'en fous, moi au contraire je suis pas du tout arrivée là où je vais arriver, je me bats au quotidien, donc j'ai aucune raison de me vanter. Il y en a certaines de mes amies qui sont très fières et ça fait très plaisir parce qu'elles te soutiennent et qu'elles sont là quand tu as besoin. T'en as d'autres qui réalisent pas, qui sont complètement déconnectées et au contraire je trouve ça génial parce que bah en fait elles continuent d'être comme elles sont avec moi et c'est génial. Et puis t'en as auprès de qui j'ai dû me séparer aussi parce que des petites crises de confiance en elles, parce que bah elles aimaient pas forcément les études qu'elles faisaient, elles rataient, elles étaient au rattrapage et que bah moi je réussissais parce qu'en fait elles voient pas aussi qu'au quotidien bah je me bute comme une folle, que j'ai très peu de vacances par an, que elles quand elles sont en vacances sont en soirée tout le temps, bah moi je bosse. Donc en fait aussi de ce côté de t'as l'impression que d'un point de vue extérieur que putain elle est connue, sa boîte est rentable, ils sont 15 dans l'équipe, elle est chef d'entreprise, ça marche trop bien, et moi je suis au rattrapage, donc des petits complexes d'infériorité j'ai eu beaucoup. Et ça, c'est parce que les gens au quotidien ne voient pas le mal que tu te donnes aussi, tu vois. Et moi, je leur dis, bah, je suis pas arrivée là par hasard, hein. Putain, je me bats depuis 3 ans, j'ai peu de vacances. Parfois, j'ai les moments, je vais péter des câbles, on me force à prendre des vacances, sinon je vais rier. Donc oui, aussi, les gens ne voient pas aussi ce revers-là de la médaille. Donc parfois, quand tu leur expliques, elles comprennent. Parfois, il y en a qui comprennent pas. Et en fait, tu dois te séparer parce que c'est trop nocif. Et t'as beau essayer de les aider, au bout d'un moment, tu peux rien faire, tu vois. Donc en fait, t'as de tout. Mais au moins, je suis ravie d'avoir des amis. Après, j'ai beaucoup d'amis beaucoup plus âgés aussi, hein. J'ai 2 grands frères, on a beaucoup d'amis en commun. Donc je traîne très souvent avec des gens plus âgés. Mais moi, j'adore que mes amis de mon âge, j'adore celles qui ne réalisent pas du tout, qui sont pas du tout intéressées par cet univers-là, qui sont encore dans leur bulle, un peu encore immatures là-dessus. Au contraire, j'adore. Ça me fait un bien fou. Ça m'aide à me Je partage à 1000%. J'ai le même sujet avec quand je reviens dans mon village natal avec les mecs qui ne sont pas du tout dans le web, pas du tout dans le business, encore moins dans le marketing. C'est mes meilleures soirées. Ouais. On parle de choses qui me Tu détendent. parles de mecs, tu parles de filles, tu parles de problèmes, tu bitches sur des gens, enfin, des trucs que tu faisais quand tu étais au lycée, tu vois. Et franchement, faire ça 1 ou 2 fois par semaine, dès que je peux, c'est cool. Enfin, franchement, tu déconnectes, quoi, ça fait un bien. C'est vraiment Je ça. comprends à 1000%. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, t'es la sœur de mon poteau Valran, que j'aime beaucoup, que je connais pas. On s'est vu, je sais pas, on s'est vu entre 5 et 10 fois, mais j'ai l'impression de le connaître depuis 10 ans, ce Aussi, mec. ouais, mais tout à l'heure, il me parlait de toi. Il a une manière de dire, il me dit, ah, mais il est sans ça, Gérald, quel phénomène. Et chez nous, c'est souvent des mots qu'on utilise pour faire des compliments aux gens. Et c'est vrai que Valorant t'aime beaucoup aussi, donc c'est vrai que je savais pas que vous étiez si peu vus. C'est vrai qu'il me parle de toi aussi un peu de la même manière, mais je pensais que vous étiez vraiment vu beaucoup plus que ça, donc tiens. On se parle souvent, mais étant à Bordeaux et du coup vous étant Ouais, à Paris, bah, voilà, c'est pas évident. on se voit rarement. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup et je voulais savoir parce que j'ai beau l'aimer, il est intense, Valorant. Valorant au quotidien. Moi, c'est ce que j'aime chez lui. Donc voilà, mais du coup, quand c'est son associé, là on parle pas du frère, on parle de l'associé. Comment on gère un Valorant en fait? Comment ça se passe? Et comment on gère une 16 aussi? C'est une question que je pourrais lui poser. Comment on gère un Valorant? Il y a une chose qui est merveilleuse avec Valorant, c'est qu'il se remet très facilement en question. Euh, alors que, enfin, alors que franchement, Valorant, il a 2 caractéristiques. C'est un sorte de surdoué hyperactif. Où j'ai envie de te dire, il a 15 000 idées qui fusent en même temps parce que du coup, c'est un créatif. Donc, alors laisse tomber. Donc, pour le canaliser, c'est pas évident. Il le fait de mieux en mieux, mais donc pour le rendre organisé et focus sur une seule tâche, maintenant il le fait bien, mais il a mis du temps à réussir à s'y mettre parce qu'il avait tout le temps plein d'idées très intéressantes. Mais t'as pas le temps d'avoir 15 000 idées quand tu fais tout le temps la même chose. Mais en revanche, il a une vraie qualité, c'est qu'il se remet très facilement en question. Il est là, il est vraiment au front pour aider les gens qu'il aime. Il adore soutenir les gens, les aider, être en fait un vrai pilier.
Et moi, j'ai cette chance, comme c'est mon frère, c'est à la fois un pilier émotionnel, à la fois un pilier de travail. On se complète bien. Et surtout, moi, comme on se connaît vraiment mais par cœur, c'est très facile de travailler avec lui. Et je sais que Valorant, il a une grande qualité, c'est qu'il motive énormément les gens. Du coup, de travailler avec lui, c'est génial parce que un jour, t'es un peu down, t'es un peu fatigué. Il arrive, il est en mode ouais, il est à fond, il est hyper extraverti. Donc, c'est un vrai kiff là-dessus. Non, franchement, il a peu de défauts. Il a mis du temps à réellement réussir à ne pas avoir 15 000 idées qui fusent. Mais ça reste quelqu'un que même moi j'admire profondément, alors que c'est mon frère et que je le connais par cœur parce qu'il ne cesse de me surprendre. Je pense que c'est lié au côté hyperactif, surdoué et créatif qui fait qu'il se renouvelle, il apprend beaucoup, il absorbe énormément de choses au quotidien et voilà. Mais c'est vrai que je l'admire profondément. Enfin, voilà, c'est compliqué, c'est mon frère, donc moi forcément je l'aime plus que tout, donc c'est pas évident, je suis biaisée, mais je vois bien comment l'équipe est avec lui et comment il est avec l'équipe. Ça doit être un bonheur même quand c'est pas ton frère de travailler avec lui, ça j'ai pas de doute là-dessus. Et le fait de travailler en famille, du coup, déjà vos autres frangins et vos parents, je sais pas, comment ça a été perçu et comment ça se gère, comment vous gérez votre relation du coup de frangins au boulot par rapport aux deux autres aussi, parce que vous êtes quatre, donc ça Ouais. fait deux et deux quoi. Alors franchement, là-dessus, quand on se parle, on mélange vraiment les deux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la distinction entre les deux, on le mélange complètement. C'est-à-dire que on arrive, on s'est pas vu depuis 12 heures, on se fait un énorme câlin, on se colle, on est très tactile, Valor et moi, on est vraiment très proches. On n'a pas de problème là-dessus, on se fait nos blagues entre nous parfois aussi. Enfin vraiment, on s'en cache pas. Et c'est ça aussi que l'équipe aime parce que ils nous voient vraiment comme on est. Et puis nos deux autres associés, on est aussi très proches d'eux. Enfin, moi, Antonin, c'est devenu mon meilleur ami aujourd'hui. Donc en fait, on part en vacances avec Antonin et Jules. Notre mère, elle est très proche d'Antonin et Jules aussi. Moi, j'aime beaucoup la mère d'Antonin qu'on voit souvent. La mère de Jules, on la voit un peu moins parce qu'elle habite pas à Paris. Mais donc en fait, c'est un peu comme une sorte de famille. Enfin, en fait, on est vraiment ensemble. Et ils ont beau ne pas être nos frères de sang, on les considère un peu on les considère comme des cousins. On les considère de la même famille que nous. Enfin, on est vraiment ensemble là-dessus. C'est moi, quelqu'un s'attaque à Antonin, c'est comme si on s'attaquait à mon frère. Enfin, faut pas s'attaquer à l'un des quatre. T'es mal barré, tu vois. T'as les quatre qui te tombent dessus, t'es foutu. Donc non, franchement, il le fait bien aussi parce que, en fait, comme on a le même objectif qui est de réussir ensemble, que Valorant et moi on soit très proches, qu'on fasse des choses que tous les deux ou enfin bref, à la fin, on a le même objectif commun. Et puis c'est vraiment des mecs géniaux aussi, Julien et Antonin. Ils envient pas, ils sont pas jaloux, ils sont pas envieux des autres. En fait, ils s'en foutent, tu vois. Tant que le travail est bien fait et qu'on s'entend tous bien, c'est facile. Après aussi, on se dit très, très facilement les choses. On garde rien pour nous. Quand il y a un truc qui nous énerve, on le dit tout de suite. Et on sait très bien que c'est pas contre l'autre. On sait très bien qu'on vise pas l'autre. On sait très bien que c'est juste dans notre intérêt commun qu'on le fait. En fait, il y a jamais de rancune, on le prend jamais mal, on se met facilement en question. Donc c'est vraiment sympa. Non, franchement, c'est cool. Donc, Et quand tu parles d'intérêt commun, le crayon, le surligneur, enfin vos différentes activités, je dis n'importe quoi, dans 5 ans, ça ressemblera à quoi? Si on peut tout se permettre, on peut tout poser là. Qu'est-ce que à quoi ça pourrait ressembler? Alors, nous, on a pour objectif de devenir un vrai groupe média. Donc, en fait, on va développer vachement le crayon en faisant de la croissance externe. Après, c'est juste que les agences vont être beaucoup plus développées. Nous, au long terme, les agences existeront toujours. Peut-être qu'on en développera d'autres. Et en tout cas, comme on va devenir un vrai groupe média, on développera tout ça à une beaucoup plus grosse échelle. Juste, nous, l'objectif, c'est qu'à la fin, on ne s'occupe plus de l'opérationnel. Les 4 fondateurs, c'est qu'on est aujourd'hui, on a chacun un peu un bras droit qui, à long terme, ce sera nos bras droits qui, j'espère, reprendront la direction de ces différents pôles. Comme ça, nous, on pourra s'occuper de projets annexes et faire d'autres choses plus que d'être constamment sur l'opérationnel au quotidien. Valorant est de moins en moins sur l'opérationnel. C'était le pari aussi de libérer petit à petit un après les autres des projets opérationnels. Moi, je fais peu d'opérationnel au sens propre. J'ai une équipe merveilleuse qui s'en occupe très bien. Donc, en fait, ouais, au long terme, c'est juste nous de nous éloigner de ça, d'avoir une équipe géniale en qui on a 100% confiance, qui gère à notre place, tout ça. On gère évidemment avec eux, on est là, mais on fait plus exactement nos personnels et que nous, on développe encore plus ce groupe média qu'est le crayon, quoi. Et quand tu parles de croissance externe, c'est quoi l'idée? Vous allez un peu à l'image de Webedia ou plutôt à l'image de... World Media. Ok, vas-y, pitch. Alors, j'ai pas je connais très mal, donc je vais World mal Media, c'est un énorme groupe média où en fait ils ont racheté ou développé beaucoup de médias, où ils ont développé également des business models dedans, ce qui fait qu'en fait ils sont complètement rentables sur différents médias avec différentes manières de penser, idées, enfin éditorialement égal, enfin à tous les points de vue. Et en fait c'est un vrai groupe média où ils possèdent plusieurs médias, ils sont propriétaires de plusieurs médias. Et nous c'est exactement ça ce qu'on veut faire. Donc c'est un peu ça l'objectif, d'avoir un vrai impact en France, peut-être à l'international un jour, mais en tout cas en France principalement. Très clair. Et sur
sur les clients qu'aujourd'hui vous accompagnez, donc on a parlé du média, sur la partie prestation, ça peut être qui votre client idéal et quand il vient chez vous, il vient pour quoi fondamentalement? Pourquoi chez vous? Alors, si c'est un entrepreneur lambda qui veut développer sa visibilité, on est les meilleurs là-dessus pour venir parce que on est nous-mêmes entrepreneurs et tous les services qu'on propose, on les a déjà testés sur nous avant. Donc, tu vois, c'est comme, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est les gens qui disent, non, mais je vais t'aider à avoir 50 000 abonnés sur telle plateforme et le mec, il a même pas 300 abonnés sur la plateforme et t'es en mode, d'accord, mais en fait, t'as même pas envie forcément d'y aller parce que le mec l'a même pas testé sur lui avant, donc t'es en mode, ok, il a beau avoir toute la théorie du monde, si t'as pas la pratique, c'est deux choses différentes et ça, l'ayant fait, t'as beau avoir tous les trucs bullshit que tu peux trouver sur internet, c'est très souvent très loin du compte de ce que tu apprends quand tu le fais toi-même. Comme nous, on l'a chacun fait pour nous-mêmes, on sait exactement comment le faire, comment ça marche et quoi ça rapporte. Donc en fait, on fait gagner un temps fou aux gens et surtout, on ne bullshit pas. Et nous, on ne bloque pas les clients. Il n'y a pas de truc de tu restes bloqué 3 mois chez nous. Vraiment, les clients, ils viennent, ils partent. Enfin, nous, c'est très simple. C'est vraiment, on marche à la confiance. Nous, on est là pour faire grossir un quartier avec les gens avec lesquels on travaille. On ne veut pas construire une grosse tour tout seul aussi. Donc, et ça, les gens le ressentent vachement bien aussi. C'est pour ça qu'on a des clients depuis des années avec lesquels on travaille ensemble et ça marche bien. Donc en fait, quand tu es un entrepreneur qui veut avoir de la visibilité, que ce soit en relation presse, parce qu'on n'apporte pas que de la relation presse, on fait aussi beaucoup de mise en relation. Ça aide énormément les entrepreneurs, qu'importe le modèle, parce que ça fait quand même un énorme réseau. Beaucoup d'invitations à des événements pour pitcher ou en tout cas venir à l'événement gratuitement. Souvent, tu as des événements, putain, la journée, c'est des prix délirants. Faire des conférences, des TEDx, presse écrite, presse digitale. Enfin, nous, on fait vraiment tout un package qui sert beaucoup aux entrepreneurs principalement. Et puis après, quand tu as un grand groupe, venir chez nous plutôt pour le côté campagne influence, ça aussi, nous, on sait très bien s'y prendre parce qu'on sait les bons influenceurs sur lesquels il faut s'appuyer ou non. Parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs, ils ont beau avoir du contenu intéressant, on sait très bien qu'en fait, même s'ils mettent en avant une marque, ils vont toucher personne dans leur communauté parce qu'ils n'ont pas forcément un bon reach, parce que c'est pas forcément la bonne cible. Et ça, quand tu t'y connais pas, t'en as aucune idée. Alors que nous, ça, on le sait bien. On travaille avec des gens avec lesquels on connaît très bien, lesquels sont devenus certains de nos amis, donc on a complètement confiance. Et surtout en termes de stratégie, on est vraiment devenus hyper bons parce qu'on a d'abord fait sur nous-mêmes. Donc ça aussi, on est vraiment les meilleurs là-dedans et on l'a prouvé des milliers de fois sur le terrain avec tous les projets et les entreprises qu'on a accompagnées. Donc ça là-dessus, franchement, aujourd'hui, on est un peu 360 dans nos activités, mais en tout cas, on propose que des choses qu'on apprécie sur nous-mêmes parce qu'on veut justement pas ce truc de en fait, ils s'y connaissent pas, c'est foiré. Ouais. Évidemment, ça peut arriver qu'on rate avec un client, qu'on réussisse moins bien que d'autres, évidemment, mais à la base, on sait profondément très bien faire tout ce qu'on fait. Ça, c'est une certitude. Et on voulait ça justement. Parce que nous, en fait, on voulait proposer des services où nous-mêmes, si on avait été clients, on aurait voulu les prendre. Et c'est pour ça que ça marche bien, en fait. Ils arrivent à quelle étape de leur développement, vos clients? On a eu de tout. Généralement, ils n'arrivent pas tout de suite quand ils sont vraiment à leur tout début parce que on n'est pas hors de prix, mais on vaut ce qu'on rend en termes de service. C'est-à-dire qu'on n'est pas hors de prix, mais on n'est pas non plus ridiculement peu cher parce que on part du principe que quand même ça nous prend beaucoup de temps, qu'on travaille bien, qu'on a mis des années à développer les compétences qu'on a, donc ça coûte quand même un certain prix. On n'est pas hors de prix, c'est pas ridicule, juste on a un certain prix. Donc quand tu t'y mis que depuis 4 mois sur ton business et que tu n'as fait quasiment pas de chiffre d'affaires, sauf si tu as vraiment prévu de l'investir dedans, mais sinon c'est pas forcément ça. On est plutôt pour des entreprises qui ont entre je dirais 1 an ou 2 ans et 5-10 ans, tu vois. Mais après ça dépend, parce que tu as des entreprises qui très vite grossissent et d'autres qui mettent beaucoup plus de temps. Mais généralement, en tout cas, ça vaut le coup juste quand tu viens de te lancer. Je sais pas forcément si c'est chez nous, faut aller, tu vois. Ok. Donc, hormis le frein qui pourrait être le budget éventuellement, réellement, du moment qu'on a. On est vraiment pas cher. Quand tu viens de te lancer, tu as l'impression que tu vas avoir des trucs géniaux pour 500 balles, tu vois. Donc, c'est ça. Mais en gros, on n'est pas cher du tout. On est même les moins chers du marché d'ailleurs. Mais parfois, tu as des gens qui souvent comprennent pas quand tu demandes des services pareils, ça peut forcément coûter plus cher que ce qu'ils pensent, tu vois. C'est tout. Est-ce que toi qui es la pro du journalisme et ce qui est pas du tout mon cas, est-ce que du coup, si tu dois là me coacher sur l'interview que je viens de faire de toi, est-ce que tu penses que j'ai oublié une question? Il y a une question que j'aurais dû te poser. On est passé à côté d'un point ou pas? T'aurais pu me demander qui je te conseillerais de recevoir. Ça, normalement, je te le demande à la fin, une fois qu'on arrête l'enregistrement. Mais du coup, ça peut être un bon argument de pression sociale. Donc, du coup, qui me conseilles-tu de recevoir et que me conseilles-tu, du coup, sur mon personal branding, par exemple? Alors,
Qui je te conseille de recevoir? C'est plus simple pour répondre en 2 secondes. Ça, il y a beaucoup de profils, mais c'est vrai que si c'est en Web3, je te conseillerais plutôt Thibaut Crypto. Je sais pas si tu vois qui c'est, qui est un professionnel des cryptos et pas du tout bullshit ni arnaqueur, vraiment le vrai professionnel, le mec qui se bat, qui vient de province, qui vraiment est un très bon profil, avec lequel je te mettrais volontiers en contact très facilement si tu le souhaites, qui est vraiment un profil génial. Après, je peux t'en citer plein. Hein. T'as Jules Simian d'Extra Student, t'as Thibaut Jabour de Socrate. Enfin, là-dessus, c'est vrai que je ne manque pas tellement d'inspiration en entrepreneuriat, donc voilà. Et pour ton propre personal branding à toi, non, moi je te dirais de continuer comme tu le fais, c'est bien, t'as compris qu'il fallait être présent sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je continuerai d'écrire des bons posts LinkedIn qui avec des bonnes valeurs ajoutées intéressantes et surtout dans les domaines qui toi à la fois te plaisent et surtout par rapport à la cible que tu veux toucher. Et puis sur Insta de poster des petites capsules de tes podcasts d'1 minute, 1 minute 30 assez impactantes qui donnent envie aux gens d'aller écouter le podcast en entier. Mais franchement non, toi tu te débrouilles plutôt bien. Moi je voyais bien qui t'étais déjà avant que tu me proposes cette interview et pas que lié à Valorant aussi, parce que j'avais déjà entendu parler de toi aussi par d'autres gens, donc comme quoi tu vois que ça marche. Tu fais ça bien. Bon, ça va alors, je suis pas hors sujet. Alors, non, je suis validé. Ouais. Je suis validé par la patronne, quoi. Ça va, quoi. Non, mais toujours plus. Et est-ce que du coup, il y a un endroit où on peut te suivre en particulier voilà. Donc, tu parlais tout à l'heure de LinkedIn, de Insta. Est-ce que voilà, à quel contenu je dois m'attendre quand je vais sur LinkedIn, sur ton compte et à côté de ça, sur Insta, à quoi je dois m'attendre également? Alors sur LinkedIn, c'est vraiment les news un peu tous les temps de ce qui se passe dans l'avancée de la boîte, donc souvent des news intéressantes, je poste pas pour poster. Puis sinon, valeur ajoutée, des expertises que je mets en avant, et souvent des posts assez poussés, assez intéressants. Quand tu les lis, tu apprends forcément quelque chose d'intéressant. Ou alors des posts un peu motivation, retour d'expérience, storytelling émotionnel, mais jamais, enfin, moi tu verras jamais chez moi le bullshit ou vraiment le poster pour poster. C'est pour ça que, tu vois, cette semaine, j'ai pas posté de la semaine, bon, par manque de temps, mais aussi parce que j'avais pas forcément d'idée particulière de post. Donc, en fait, je fais pas le truc de me forcer à poster pour poster. Je pense que quand c'est pertinent de le faire, donc ça, je préfère aussi. Donc voilà, c'est vraiment plutôt pour ce côté entrepreneurial. Si tu veux me suivre sur LinkedIn, Insta, c'est plus vraiment ma vie au quotidien, pardon, je refais. Plutôt ma vie. On dirait la nana que t'avais invitée là, je sais plus comment ça s'appelle. Solveig? Non, l'autre qui disait elle pleut. Tiffany. Voilà. Ah, voilà. En fait, au quotidien, tu vois plutôt vraiment en images, parce que c'est plutôt vidéo, photo, ce que je fais au quotidien, donc ça peut peut-être plaire à des gens, j'en sais rien. Et puis là, c'est plus des conseils d'intelligence sociale, psychologie, un peu séduction, voilà, que je fais principalement sur les réseaux sociaux. Donc ça, en vrai de vrai, c'est plutôt une bonne valeur ajoutée. Hein. Ça aide énormément de gens et j'ai vraiment tout type d'âge de gens qui écoutent, donc ça sert beaucoup. Mais voilà, c'est 2 choses différentes. C'est vraiment complètement 2 choses différentes. L'idéal, Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. En rigolant, l'idéal, c'est de suivre les deux. Donc, c'est 2 choses différentes. On fait confiance aux auditeurs. Là. On est bientôt à l'heure d'enregistrement. Normalement, ceux qui ont voulu partir, ils sont déjà partis depuis longtemps. Donc, ceux qui sont là, ceux qui restent, allez suivre un peu partout. Et pour les entrepreneurs qui veulent être accompagnés, avoir de la visibilité et profiter de vos services, on peut leur conseiller quoi? Pour me contacter ou pour quel service? Contacter la boîte, je sais pas quel est votre process de prise de rendez-vous, mais moi généralement quand on m'écrit sur LinkedIn, je réponds toujours. Je réponds toujours vraiment. Moi j'essaie de me forcer comme discipline à répondre aux gens qui m'écrivent parce que j'aurais adoré que moi quand j'écrive à quelqu'un on me réponde. Donc moi je me force à avoir cette discipline de trouver le temps de répondre aux gens. Je trouve ça important. Donc en tout cas, alors Insta, faut pas m'écrire sur Insta parce que là par contre j'ai un peu trop d'abonnés pour réussir à répondre à tout le monde, donc j'avoue que j'ai un peu de mal. En revanche, LinkedIn, je réponds à tout le monde. Très bien. Profitez-en parce qu'elle va gagner en abonnés, elle arrêtera aussi de répondre sur LinkedIn. Donc, mais c'est possible qu'un jour j'ai plus de mal à répondre. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. C'était vraiment top. J'ai pas de doute sur le fait que toutes les jeunes filles parce que c'était le sujet aujourd'hui. Hein, je ne suis pas que borné là-dessus, mais c'était notre sujet de parler de l'entrepreneuriat au féminin. Toutes les jeunes femmes, qui sont dans l'incubateur viendront s'inspirer de cet épisode et toutes les autres également. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je sais que ton temps est précieux. C'était vraiment un énorme kiff. Ouais, j'ai adoré. Merci beaucoup à toi. Et puis continuer comme ça, c'est génial. En plus, avec autant d'enthousiasme et un bon smile, ça fait toujours plaisir.
Bon, mais ça va. Et t'as vu, j'ai pas fait mon malaise, donc du coup, c'est bon. Non, mais t'es quand même un peu rouge à travers la caméra. Je suis rouge. Non, mais là, c'est un truc de fou. Hein. Je suis hyper rouge. Je sais pas si la lumière. Bois de l'eau et fais pas de malaise, pitié, parce que je pourrais pas t'aider. Hein, de Bordeaux, ça va être compliqué là. On est un peu loin. Ouais. Mais bon, c'est top. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ça y est, l'épisode est terminé. Si tu es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.